Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ou tout du moins, salut à toutes, salut à tous. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous visionnerez cette 181e émission Radar, qui est réalisée à la salle Henri Denis, 149 rue d'Herblay à Taverny, dans le cadre du 41e Jeune antinucléaire de Taverny, et elle s'intitule Disclosure Mass Murder. Alors, Disclosure Mass Murder, sur notre petit visuel, on peut voir un missile M51. Donc, ces missiles sont chargés à l'intérieur de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ils vont culminer à 2000 km d'altitude, c'est-à-dire presque 6 fois plus haut que la Station spatiale internationale, et larguer plusieurs têtes nucléaires qui vont retomber un petit peu comme des capsules Gemini avec leur bouclier, entourées de plasma, parce elles font des entrées atmosphériques à 20 000 km/h, et donc elles sont invisibles au radar, et elles ont des systèmes de navigation qui vont leur permettre d'aller pulvériser, atomiser des cités, voilà, sur ordre du président et des militaires, voilà. Alors, ces meurtres de masse, comme on peut le voir, il y a Théodore Monod ici, et sur sa pancarte, il y a marqué la préparation d'un crime est un crime. C'est le propre même de la préméditation. Voilà, donc tous ces fabricants de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, de missiles, tous ces premiers de cordée, ces premiers de la classe, n'ont aucun problème de conscience à mettre leur savoir-faire au service d'une mort préprogrammée pour toutes et tous, et d'une pollution extrêmement durable de l'ensemble de la biosphère terrestre, ce qui laisse à penser que derrière une guerre thermonucléaire, effectivement, peut-être que des cafards et quelques animaux trouveront encore leur compte, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc, j'ai mis une citation, voilà, de Théodore Monod, qui dit: lorsqu'un être a des convictions, il a le devoir de les exprimer sans trop se soucier de l'opinion courante. Alors, l'opinion courante, qu'est-ce que c'est l'opinion courante? euh, Est-ce que c'est l'opinion qui est diffusée dans les médias? euh, On le voit, pour reprendre le titre de notre émission, Disclosure Mass Murder. Bon, j'ai vu Disclosure Day, c'est pas franchement le meilleur film qu'il aura fait. Même, on peut dire que c'est assez, pour moi, assez mauvais. Et je dirais que le thème principal, c'est que, en fin de compte, les choses finissent par exister réellement que lorsqu'elles sont médiatisées, alors que souvent, les médias, au contraire, nous montrent des réalités alternatives qui ne correspondent à rien. Et effectivement, par contre, tout ce qui pourrait avoir une réelle importance pour notre santé, notre devenir, ça passe plutôt aux oubliettes médiatiques, ou peut-être pas tout à fait des oubliettes, parce qu'il y a, je fouille mes petits papiers, parce que c'est le gros bordel là où je suis, j'en ai partout. Alors, voyons voir, où est-ce que j'ai foutu ça? Ah, peut-être, oui, c'est ça. Voilà, donc par rapport justement à tout ce qui est les sottises largement diffusées, c'est-à-dire que ce soit la publicité ou les campagnes médiatiques, il y a un Italien qui est programmeur et qui a un grand sens de l'humour, qui est Alberto Brandolini, et il a créé le Bullshit Asymmetry Principle,
Principle. Alors, c'est la loi de Brandolini, le principe de la symétrie des baratins en français, et il dit la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Et effectivement, produire de la désinformation et la diffuser en masse, effectivement, il faudrait être stupide ou ne pas avoir peur de perdre son temps ou être assez vaniteux pour croire qu'en blablatant pendant une demi-heure, une heure, on va pouvoir faire une espèce de contre-feu à toute cette stupidité ou tous ces mensonges. Et qui dit contre-feu dit feu. Alors, on peut en parler parce que ça fait partie justement des choses réellement importantes. Les conditions à la fois de fort refroidissement, d'humidité, puis de fort réchauffement et de sécheresse qui alternent très rapidement dans le cadre du dérèglement climatique font que les récents feux de forêt étaient plus qu'attendus. Voilà. Et donc, il n'y a rien d'inéluctable dans tout ça. Pourquoi, et ça c'est une question que je pose, pourquoi dans ces conditions, on n'a pas déjà des systèmes automatiques de repérage de départ des feux, avec des mâts, avec des systèmes infrarouges, et des systèmes de drones pour intervenir au plus vite sur les départs de feu, pour éviter justement les catastrophes écologiques que représente la crémation de centaines, voire de milliers ou de dizaines de milliers d'hectares. Voilà, donc ça, ce sont des choix politiques, donc d'organisation de la cité, et encore une fois, parce que, bon, l'an dernier, pareil, le jeudi, mais là c'était le 7 août, c'était le deuxième jour du jeûne, on avait fait aussi une émission sur la destruction mutuelle assurée dans le cadre du jeûne de Taverny. Et j'avais parlé justement du fait qu'il y a des investissements qui devraient être faits, qui ne sont pas faits. Et s'ils ne sont pas faits, c'est sciemment qu'ils ne sont pas faits. Voilà, donc disclosure, c'est révélation. Il n'y a aucune révélation dans les grandes périodes de sécheresse qui vont aller en s'amplifiant. Donc, où on établit une politique de protection des forêts et des populations, ou on a une politique qui consiste à vendre du nucléaire et des armes, en sachant que le nucléaire est, en tant que système de production d'énergie, qui représente moins de 4 au maximum 5% de la totalité de l'énergie produite sur Terre, c'est le plus inadapté de tous les systèmes pour fonctionner durant des périodes de canicule, voire aussi de grand froid, parce que ces bouilloires nucléaires ont besoin en permanence de grandes quantités d'eau de surface. D'ailleurs, je crois qu'il y a 30% des eaux de surface françaises qui sont réchauffées par les réacteurs nucléaires des 18 centrales nucléaires de France et de Navarre, ce qui pose des problèmes écologiques aussi, avec l'élévation de la température des cours d'eau, qui sont eux-mêmes pollués par du mercure marin lié aux krill qu'on donne à manger dans les piscicultures et aux alevins qui sont rejetés. Enfin, c'est actuellement, on a un monde qui est pourri à cœur par les militaires et les industriels, et on a surtout des systèmes qui sont verrouillés et irréformables. Donc, il n'y a rien à attendre des prochaines déchéances pestilentielles, parce que c'est comme ça que j'appelle les élections présidentielles, les prochaines déchéances pestilentielles 2027. Il n'y a rien à attendre d'aucun de tous les candidats de ces prochaines déchéances pestilentielles, car ils sont tous agréés par la Ve République. Ils représentent tous des partis, ils ne représentent pas les populations et les intérêts des populations.
La bascule, elle s'est opérée en 2019, juste avant la crise de la Covid. On a été lâché, tout le monde s'est mis à négocier ce qui était exigé par tous les travailleurs, le retrait. Donc le retrait de cette soi-disant réforme des retraites qui n'a été qu'un moyen pour le MEDEF de se payer sur la bête. Voilà. Donc, on a des associations de malfaiteurs en bande organisée, très dangereuses, qui sont le commissariat à l'énergie atomique, la Direction générale à l'armement, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, et le mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Voilà. Alors, toutes ces associations, ces dangereuses associations de malfaiteurs en bande organisée, agissent contre les intérêts vitaux de toutes les populations. Et quand je dis de toutes les populations, je ne pense pas uniquement aux populations humaines, non, je dis vraiment toutes les populations, parce que là, tous les animaux qui avaient, les quelques animaux qui avaient encore la chance de vivre dans les massifs forestiers qui ont brûlé récemment, enfin les survivants, est-ce qu'ils vont bénéficier d'un retrait complet d'une traque par les premiers écologistes de France, c'est-à-dire les chasseurs, selon Emmanuel Macron? On verra, j'en doute. Après, on nous dit, oui, sur les Canadair, il y en avait trop qui étaient en révision et en maintenance. Bon, où sont les drones? Où sont les drones pour éteindre des incendies de forêt? Où sont les systèmes automatisés de repérage de départ de feu? Il n'y a pas. Tant pis, visiblement, les populations civiles, ce n'est pas la première préoccupation des énarques, voilà, de ces premiers de cordée, en fin de compte, de ces gens qui s'en mettent plein les fouilles, par tous les moyens possibles et imaginables. Alors, disclosure, c'est révélation, donc il n'y a aucune révélation dans le dérèglement climatique qui ne fait que s'accentuer et qui va nous amener de terribles catastrophes pour lesquelles non seulement on ne se prépare pas, mais au contraire, on va complètement à l'inverse. Si on prend par exemple les pesticides, eh bien c'est le grand recul vis-à-vis des quelques garde-fous qu'il y avait, et je dirais l'Union européenne, qui n'est pas l'Europe, l'Union européenne est grandement responsable dans son fonctionnement, notamment au niveau de la prorogation de l'utilisation du glyphosate. Voilà. Donc, il n'y a rien à attendre de tous ces gens-là. Je n'ai pas la vanité de croire que mon discours va changer quoi que ce soit. Mais par contre, comme je l'expliquais dans la dernière émission, et c'est pour ça d'ailleurs que sur le visuel, j'ai rajouté un des barils qui ont été jetés au fond des océans de déchets nucléaires, c'est que de toute manière, il y a des équilibres naturels, et lorsqu'on pollue la nature, eh bien la nature va vous le rendre. Voilà. Et donc j'expliquais que justement, il y a beaucoup de problèmes physiologiques qu'ont les êtres humains et beaucoup d'autres animaux qui sont liés directement à toutes ces pollutions et à ce non-respect par les industriels et par les militaires de la biosphère terrestre et de l'immense machine thermodynamique qu'est la planète Terre, dont nous ne sommes que quelques occupants provisoires. Voilà. Étant donné que, je crois, les Homo sapiens, voilà, on retrouve des traces d'Homo sapiens il y a 300 000 ans. Allez, mettons l'Homo sapiens à un bon million d'années.
c'est moins du centième de ce qu'ont vécu les dinosauriens. Voilà. Donc, de toute manière, il y a un grand filtre et visiblement, c'est celui de cramer complètement toutes les énergies fossiles. Et sur le pétrole, les premiers puits de pétrole, je crois, c'est 1860, 1859, je crois, 1859. Donc je suis né un siècle après la première exploitation industrielle des ressources pétrolières sur la Terre. Je vais avoir 67 ans, donc en moins de 167 ans, on a complètement flingué des équilibres et on a relâché dans l'environnement tous les sous-produits du pétrole, pesticides, plastiques et nanoparticules diverses. Voilà. Donc le jeûne de Taverny, quand je dis c'est le 41e jeûne, donc ça veut dire le jeûne de Taverny, il avait commencé en 1986, et là sur cette photo, qui a été prise en 2001 pour le Parisien, on voit mon ami Georges Krasowski, mon ami Lucien Kiang, et on voit Madame Solange Fernet, que j'ai rencontrée en 2002, et c'était son dernier jeûne, et moi c'était mon premier jeûne. Et là aujourd'hui, pour le 41e jeûne, ça fait 25 ans moi que je jeûne à Taverny. Voilà, et donc paradoxalement, je suis la personne qui a le plus jeûné à Taverny, qui est effectivement un jeûne de commémoration des bombardements des villes d'Hiroshima et de Nagasaki, mais c'est aussi un jeûne antinucléaire. Voilà, c'est-à-dire que le jeûne de Taverny, qui se déroule tous les ans du 6 au 9 août, c'est malheureux, mais ce sont des dates anniversaires, il s'y déroule sans exception depuis 1986. Pourtant, en 2008 et 2009, alors que j'étais adhérent de l'association qui s'occupait antérieurement d'organiser le jeûne de Taverny, une personne qui avait fait un peu une OPA avec le réseau Sortir du nucléaire sur le jeûne de Taverny avait décidé que dorénavant il fallait jeûner à Paris. Donc excite le jeûne de Taverny, donc il avait laissé son numéro de portable sur la porte de la salle des fêtes de Taverny, là où on se réunissaient les jeûneurs. Et donc j'ai appelé, il m'a fait bon, tu viens à Paris jeûner. Je fais non. Et il me fait comment ça non? J'ai fait je suis adhérent. Je ne vous ai pas élu, je n'ai pas été prévenu de l'Assemblée générale qui vous a élu, déjà, premièrement. Deuxièmement, si j'ai adhéré pour venir jeûner à Taverny, c'était pour venir jeûner à Taverny, parce que pour moi, il y a une importance historique et symbolique importante. Taverny étant l'endroit où il y avait la base militaire de commandement des forces nucléaires. Bon, même si maintenant, la base qui, d'après la personne et le réseau, cette base devait fermer en 2011. Bon, moi j'avais dit qu'elle ne fermerait pas. Même si c'est plus la base de commandement, le centre nerveux de la force de frappe française, comme ils appellent ça, la dissuasion, elle reste toujours une composante importante, même au niveau nucléaire. Et donc, voilà. Donc, il y a eu cette désinformation en 2011. On est en 2026. Donc, 15 ans plus tard, c'est pas le temps m'a pas donné raison. C'est-à-dire que la propagande, où j'aurais pu m'épuiser pour essayer de faire contrepoids à tous ces mensonges, eh bien, le temps a fait son œuvre. Et en fin de compte, l'avantage d'être dans la durée, c'est que finalement, avec le temps, il reste les choses essentielles. Léo Ferré chantait « Avec le temps, tout s'en va ». Oui, mais je dirais tout ce qui est presque cosmétique. Je dis qu'avec le temps, reste l'essentiel.
Et l'essentiel, ce ne sont pas les personnes, ce n'est pas moi, ce n'est pas Théodore Monod, ce n'est pas Solange Fernet, parce que nous, on finira tous au terminal des prétentieux. Donc, pourquoi, alors qu'on est tous voués à mourir, pourquoi empêcher des personnes ou des groupes de personnes de fabriquer les moyens de tous nous détruire? Mais définitivement, hein. Ça peut paraître étrange, mais pour moi, j'aimerais pouvoir mourir dans un monde où je me dis, ben oui, dans 100 ans, dans 1000 ans, il y aura des amoureux qui se bécoteront sur les bancs publics, la vie continuera, et on ne risque pas en un quart d'heure, 20 minutes, de voir nos villes carbonisées, et comme le disent certains abrutis dans les médias, retourner au XVIIIe siècle, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que s'il y a une guerre thermonucléaire, elle sera totale, c'est la mutuelle destruction assurée, mais surtout, elle sera suivie de centaines de Fukushima, parce que toutes les installations nucléaires dites civiles par tous ces enfumeurs, eh bien, elles ne seront plus entretenues, et donc des syndromes chinois, il y en aura des centaines, voilà. Donc, oui, le 6 août 1945, la population de la ville de Hiroshima est victime d'une arme nucléaire expérimentale. Les réactions neutroniques en chaîne au sein d'une masse critique d'uranium-235 rasent la ville. Et les résidus de cette réaction nucléaire explosive contaminent durablement tous les êtres vivants, ainsi que les territoires auxquels ils appartiennent. Alors, c'est Little Boy, cette bombe à l'uranium-235, n'avait pas été expérimentée à Alamogordo parce qu'on était sûr de son coup. C'est ce qu'on appelait le Ray Gun, donc les deux demi-masses critiques d'uranium-235 étaient propulsées et réunies, et ça allait marcher à tous les coups, quoi. Par contre, l'uranium-235, à Oak Ridge, il fallait beaucoup de temps pour en produire une masse critique. Et donc, il était beaucoup plus intéressant pour les militaires d'utiliser de l'uranium dans ce qu'on appelait des piles atomiques, qui sont des réacteurs nucléaires, pour créer un radionucléide entre guillemets artificiel. Il est naturel, mais il n'existait plus sur Terre avant 1945, créer du plutonium. Alors, du plutonium 239. Alors, le 9 août 1945, la population de la ville de Nagasaki est victime d'une arme nucléaire expérimentale qui, elle, a été testée en secret le 16 juillet 1945 dans un désert autochtone de l'État américain du Nouveau-Mexique. Vous savez, Breaking Bad. Alors, les réactions neutroniques en chaîne au sein d'une masse critique de plutonium-239 rasent la ville de Nagasaki, et les résidus de cette réaction en chaîne explosive contaminent durablement tous les êtres survivants ainsi que les territoires auxquels ils appartiennent. Alors, il faut bien comprendre que les masses de radionucléides en jeu dans des armes nucléaires sont ridiculement petites par rapport à celles en jeu dans des centrales nucléaires. C'est pour ça que Hiroshima et Nagasaki, vous pouvez vivre dans les villes d'Hiroshima et de Nagasaki aujourd'hui. Alors que, vous voyez, là, ça fait 1945, 2000, donc 55, 75, 80, donc moins d'un siècle. Par contre, ça m'étonnerait, franchement, que en avril 2086, vous puissiez vivre sainement autour du réacteur de Tchernobyl, hein. Franchement, parce que là, les quantités sont complètement différentes. Donc, c'est pour ça que s'il y a une guerre thermonucléaire, cette guerre, ça va être il va y avoir à la fois le rayonnement, donc des gens qui vont être flashés, des gens qui vont être même pulvérisés, atomisés, carbonisés. Je crois que quand il y a eu l'éruption du Vésuve, Pompéi avec
eh bien, la chaleur a été telle que les cerveaux entrent en ébullition et les boîtes crâniennes explosent. Voilà. Et on a retrouvé des crânes explosés comme ça. Après, bon, il y a ceux qui ont été recouverts par les cendres des coulées, mais en fin de compte, une arme nucléaire, c'est beaucoup plus violent que ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'effet de rayonnement, une chaleur terrible, l'onde de choc qui rase tous les bâtiments, et après une pollution. C'est-à-dire que après, il y a des retombées, et ensuite, il y a la désorganisation des sociétés. C'est-à-dire que derrière, comme la guerre nucléaire, il faut tout envoyer, eh bien, le monde sera complètement désorganisé et on ne pourra plus réparer les centrales nucléaires et les entretenir. Et donc, ça va être une réaction après sociale en chaîne parmi les pauvres malheureux survivants qui font que, je pense, en quelques dizaines d'années, tout le monde baissera les bras, tout le monde sera mort de différentes maladies. C'est pour ça que il y a un Américain, Kyle MacDonald, qui est un programmeur et un artiste, qui est installé à Los Angeles, et il a réalisé un site internet que je trouve humoristique et très intéressant, et il a baptisé son site Apocalypse Early Warning System. Alors, comment est-ce que fonctionne son site? Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu la chose. Alors, donc c'est https ews.kyle KYLEMC Donald, DONALD.net/. Et donc, quand on ouvre le lien, voilà, donc on va avoir des statistiques par rapport à tous les vols, voilà. Avec les transpondeurs des avions, il suit tous les jets privés de la jet set de tous les milliardaires, et en fin de compte, il a créé un système d'alerte, voilà. Et c'est intéressant parce que il part du principe que si une catastrophe majeure se prépare, les milliardaires ont de fortes chances d'être informés avant tout le monde, hein. Et donc, ils vont foncer vers leurs bunkers respectifs à bord de leur jet privé. Et donc, avec ce site, eh bien, il crée des alertes. Voilà, donc effectivement, en cas de guerre thermonucléaire, beaucoup de milliardaires auront la stupidité de sauter dans leur jet privé pour aller vers d'anciens silos de missiles nucléaires transformés en abris souterrains avec piscine totale. Mais c'est totalement crétin de leur part, parce que en cas de guerre thermonucléaire, il vaut mieux faire partie de ceux qui vont être vaporisés, atomisés dès la première seconde, même, je dirais même dès la première nanoseconde, et plutôt que de faire partie des survivants, et pire encore, des gens qui se planqueront, parce que bon, ils peuvent se planquer, même s'ils se planquent pendant plusieurs années, le monde après sera complètement pollué et extrêmement durablement. Surtout, je vous ai parlé des centaines de Fukushima qui suivraient. Et donc, ces milliardaires, mis à part aussi le fait s'ils veulent se reproduire, il y aura une certaine consanguinité, mais quand ils sortiront, le monde ne sera plus viable, malheureusement. Et donc, je trouve ça stupide. Il vaut mieux ne pas avoir d'abri antinucléaire. Je crois surtout que ces gens, eh bien,
ils se considèrent comme des copropriétaires du monde. Et ils ont la naïveté de croire qu'ils peuvent menacer l'ensemble des populations en fonction de leurs intérêts propres. Ce qui a été le cas pour Vladimir Poutine, hein, et avec son opération spéciale militaire d'invasion de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut dire simplement une seule chose. Vladimir Poutine n'aurait jamais lancé cette opération spéciale s'il n'avait pas eu d'arsenaux thermonucléaires. Effectivement, s'il n'avait pas eu d'arsenaux thermonucléaires, de très nombreux pays européens lui seraient tombés sur le rable. Voilà. Illico presto. Donc, ces armes de dissuasion dont on dit qu'elles empêchent les guerres, eh bien, aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont, au contraire, le ferment des conflits. Au-delà du fait qu'avec l'ONU et l'AIEA, elles participent de la prolifération des dangereuses technologies nucléaires, aujourd'hui, les armes thermonucléaires sont, pour les États qui les possèdent, une espèce de permis de tuer. Voilà. Regardez, l'État d'Israël, s'il ne possédait pas d'armes nucléaires, ne pourrait pas agir comme il agit dans la bande de Gaza ou en Palestine. Ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Donc on voit bien que ne pas lutter contre les arsenaux thermonucléaires, c'est une aberration politique et philosophique et écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait un désarmement thermonucléaire, il faut qu'une nation qui possède des armes thermonucléaires décide de les démanteler. Et le démantèlement des armes thermonucléaires, ce ne sera pas une chose simple. Moi, une fois, j'ai été reçu par le commandant de la base de Taverny, et je lui ai demandé, est-ce que les politiques, quels qu'ils soient, hein, je m'en fous, moi, de gauche, de droite, comme on dit, je m'en bats les... Voilà. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y avait eu un plan chiffré de démantèlement des arsenaux nucléaires? Non, jamais. Il n'y a jamais eu de demande d'un plan chiffré du démantèlement des arsenaux nucléaires, alors qu'il nous coûte plusieurs milliards d'euros tous les ans. Plusieurs milliards d'euros. Imaginez ces 6 milliards d'euros si je les investissais dans des drones. Bon, des drones quand même assez chers, hein, genre 100 000 euros pièce. 1 milliard d'euros, c'est 1000 millions. 10 fois 100 000, c'est 1 million. Donc avec 1 milliard, je ferais 10 000 drones. Avec 6 milliards, je ferais 60 000 drones. Et pas des petits drones, hein. Des drones qui pourraient effectivement permettre de transporter des centaines de kilos de flotte et d'aller les balancer de manière très précise sur des départs de feu. Voilà. Et donc, c'est ça que, à mon avis, les populations attendent. Et de la même manière, si la France, si les territoires français, les populations françaises se prononçaient pour vivre dans un monde hors de la menace permanente d'une destruction thermonucléaire généralisée, et s'ils ne veulent pas que des milliards d'euros de leurs impôts, directs et indirects, financent tous les ans la composante nationale de cette menace permanente thermonucléaire, pour les profits exclusifs et sanctuarisés d'industriels et de banquiers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des grands groupes, c'est-à-dire que le M51,
Voilà, revenir sur notre affiche. Voilà, ce M51, eh ben, c'est Ariane Espace, le CEA, la Direction Générale à l'Armement. Voilà. Et tous les ans, ça rentre le pognon. Ça rentre le pognon dans le Reich nucléaire français. Il faut être adoubé par le CEA pour redevenir le monarque élu. Voilà, le monarque élu, celui qui aura le doigt sur le bouton thermonucléaire. Alors, on voit deux clampins, là, malheureusement aussi médiocres l'un que l'autre. Voilà, on en a mangé les deux, on en mangera bien un troisième. Oui, pourquoi pas en manger d'un troisième, regardez. Qu'il est beau, il est dans le repentir avec l'ancien Premier ministre japonais. Oui, maintenant qu'il y a eu Fukushima, ouais. Et pourtant, eh bien, les centrales nucléaires sont relancées au Japon. Oui, quand même, il y a le bon nucléaire civil et le mauvais nucléaire militaire. Hein, Jean-Luc? Voilà. Alors donc, il n'y a rien à attendre de ces prochaines déchéances pestilentielles. Moi, je sais qu'il y a exactement 10 ans, en 2016, j'étais à Taverny et avec moi jeûnait notre ami Éric Petetin, alias Pétoff, aka Laspache, et il jeûnait avec moi en 2016. Le premier jour du jeûne, lorsque j'étais devant la base, donc c'est ce matin à 10h, j'ai appelé Eric et je lui ai dit, Eric, est-ce que je pourrais t'appeler durant l'émission Radar, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir de tes nouvelles, mais par ta bouche, pas par la bouche de Roger Nimou, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils aimeraient bien t'entendre un petit peu, et donc là, je vais essayer de joindre Éric Pététin. Voilà, ça sonne. Alors peut-être qu'il répondra, peut-être qu'il ne répondra pas, je ne sais pas. On va en avoir la surprise. J'aimerais bien qu'il décroche quand même, Eric. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07. Eh bien non. Donc, je réessayerai peut-être en cours d'émission de l'appeler. Mais par contre, sur ce thème du nucléaire, parce que le nucléaire, il faut bien comprendre que en 1945, il y a un gouvernement provisoire qui est dirigé par le général de Gaulle. Donc il n'y a aucun député d'élu, il n'y a aucun débat, aucun vote, rien du tout. Et il crée le commissariat à l'énergie atomique. Alors le commissariat à l'énergie atomique, c'est la bombe. Il faut avoir la bombe nucléaire. Voilà. Bon, il est assez, en assez mauvais termes avec les Américains et les Anglais. Il est rentré en France assis dans une espèce d'avion de transport de troupes là, à la Spartiate. Donc il y a chez De Gaulle l'envie de rendre leur monnaie de leur pièce à ceux qui ont assez peu d'estime pour lui et qui aimeraient bien, au contraire, s'imposer en France, comme notamment les Américains, avec le plan Amgot, où ils voulaient, en fin de compte, créer une monnaie qui aurait dépendu du trésor américain, voilà. En fin de compte, faire de la France un État potiche sous la tutelle américaine, voilà. De Gaulle, il n'en voulait pas.
Et donc, il a créé le CEA, et depuis 1945, personne n'a dit, mais il faut dissoudre ce truc. Ce truc a été créé sans vote et sans débat. Et aujourd'hui, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'en 2007, quand on a eu le multirécidiviste Nicolas Sarkozy comme président de la République, grâce à l'argent de Kadhafi, eh bien, il a rajouté, et aux énergies, eh bien non, ce n'est pas renouvelable, aux énergies alternatives, vu que le nucléaire est l'alternative au nucléaire. Voilà. Donc, on voit bien, c'est irréformable, le système est fermé, le CEA est un État dans l'État. Si vous n'êtes pas agréé par le CEA, vous ne deviendrez ni député, ni président de la République, ni rien du tout. Le système est bloqué, verrouillé, fermé. On ne peut rien changer de l'essentiel. Voilà. Et l'essentiel en France actuellement, c'est l'industrie de l'armement et l'industrie nucléaire. Voilà. C'est avec ça que beaucoup d'énarques, que beaucoup de technocrates s'en mettent plein les fouilles. Des gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui ne sont élus par personne. Voilà, donc il faut mettre le haut là à ces mafias, à ces bandes de malfaiteurs. Et donc pour ça, il va falloir... effectivement, moi je ne crois pas dans les révolutions, parce qu'une révolution, c'est 360 degrés. Donc en fin de compte, on revient au point de départ. Moi, je crois plutôt à un virage à 180. Alors, que le virage à 180 se fasse par la droite ou par la gauche, j'en ai un peu rien à faire. Mais quand on est dans une impasse, qu'est-ce qu'il faut faire, ben, il faut faire demi-tour. Demi-tour, voilà. Et là, dans l'impasse, on y est bien profond. Voilà. Donc, si les incendies de cet été 2026 n'ont pas ouvert les yeux à au moins 80% du corps électoral pour boycotter les prochaines élections présidentielles, on veut dorénavant qu'un candidat à l'élection présidentielle s'engage à ne pas présider, c'est-à-dire à faire en sorte de revenir à un régime avec une assemblée, voilà, qu'il n'y aura plus de possibilité pour un monarque élu de gouverner par ordonnance et par décret. Ça, terminé. L'Assemblée nationale, voilà, qu'on revienne à une espèce de... Comment ça s'appelle? Ah oui, une espèce de république, là. Et il faut qu'il s'engage par écrit pour le démantèlement unilatéral et immédiat des arsenaux de terreur thermonucléaire français, qui est le seul préalable pour que le monde entier prenne un virage salutaire. Je dis bien un virage salutaire. Et il faut le faire rapidement, parce que là, il y a le feu au lac. Il y a vraiment le feu. C'est-à-dire que là, il faut se dépêcher. On est dans notre dernière ligne droite. Même pas les 20 ans, je dirais les 10 ans qui viennent vont être décisifs. Donc, on peut réellement changer de société. C'est pas du tout un délire. C'est vraiment quelque chose de vital. Alors moi, je suis non-violent. C'est un grand changement chez moi, parce que quand j'étais jeune, j'étais plutôt très violent. Je suis non-violent, mais qu'est-ce que c'est que la non-violence? C'est tout simplement se rendre compte que si tu t'opposes par la violence à des violents, il n'y aura que plus de violence. Voilà. Donc il faut trouver un moyen, parce que ces gens-là sont sacrément violents, il faut trouver un moyen d'avoir à nouveau le droit au chapitre sans utiliser la violence. Voilà. Donc, mais sinon, les institutions sont verrouillées. On ne pourra pas changer le système à travers les élections. À travers les élections, au contraire, on pourra avoir, comme en 1933 en Allemagne, une arrivée en place de ce
qu'ils appellent l'extrême droite, mais en fin de compte des fascistes, c'est-à-dire des gens qui actuellement remettent en cause les peu d'acquis au niveau environnementaux. Il faut bien comprendre que sur les pesticides, si vous votez pour Marine ou pour l'autre petit branleur de Bardella, eh bien, des pesticides, vous allez en bouffer, hein. Matin, midi et soir. Là, déjà, vous en mangez. Mais bon, on peut augmenter la dose, hein. On peut augmenter la dose, il n'y a pas de problème. Voilà, alors là, je vais quand même, parce que c'est lassant, hein, Roger Nimmo qui cause, là, ça fait déjà je ne sais pas combien de temps que je parle. Je vais appeler mon ami Pierre Merechkowski, ça va nous aérer un petit peu la tête. Voilà, donc je vais laisser la parole à Pierre Merechkowski. Et voilà, ça sonne. Oui, allô? Allô Pierre, je suis en direct. Ouais. Voilà. Ouais, mais je suis dans le métro, là. Attends, c'est la merde. Eh ben, Bon, justement. attends, je te rappelle dans 5 minutes. Tu me rappelles dans 5 minutes. Je te rappelle dans 5 minutes. Je te Ok, rappelle dans à 5 toutes. minutes. Ça, c'est vraiment du direct. Il me rappelle dans 5 minutes. Voilà, il était dans le métro. Bon, je lui avais dit, c'est vrai que. Ah non, je lui avais dit quand même. Non, je suis dans les temps par rapport à ce que je lui avais dit. Voilà, donc, la petite pause, Pierre Merechkowski, ce sera pour dans 5 minutes. Donc, il y a un virage à prendre. Parce que de toute manière, la nature a des cycles, et une fois que ces cycles sont perturbés, eh bien, elle va tenter de se rééquilibrer. Et croyez-moi, si ce sont les êtres humains qui dérèglent les cycles de la nature, c'est les êtres humains qui vont payer et faire payer aussi à des êtres non humains tout leur mauvais délire. Donc, pourquoi je suis tout seul? L'an dernier, pour l'émission du jeudi 7 août 2025, j'étais à la fois avec Pierre Merechkowski et Fabrice David. Voilà. Et on était dans l'ancienne salle des fêtes. Là, on est dans la salle Henri-Denis, au 149 rue d'Herblay à Taverny. Donc, salle Henri-Denis, 149 rue d'Herblay à Taverny, pour ceux qui voudraient me passer un petit bonjour, parce que là, je suis au premier jour de jeûne. Donc, vendredi, samedi, dimanche, je bois de l'eau. Voilà. Ah oui, rien de confessionnel là-dedans, hein. Je jeûne, ça n'a rien à voir ni avec le ramadan, ni les jours maigres. C'est un jeûne non confessionnel, étant donné que le respect de la vie, c'est ma religion, et que je ne sais pas ce qu'est la vie, et c'est pour ça que je la respecte beaucoup. Et donc c'est le seul moyen pour moi d'affirmer que j'aime la vie, c'est d'essayer de la défendre. Voilà. Et alors, en ce sens, si vous voyez là-bas, il y a Rémi Fraisse, mort en défendant la vie, 1993-2014. Rémi Fraisse, mort en défendant la vie. Voilà. Ah, Pierre Merechkowski. Allô, Pierre? Oui, tu veux que je lise, là? Ah oui, vas-y, c'est à toi. Non. Serveur vocal. Un récit doit débuter par une accroche. Une accroche claire qui permettra aux lecteurs et aux critiques de France Culture de comprendre dès les premières lignes les enjeux de la problématique littéraire soulevée. Accroche. T'es qui? Je suis pas Jean-Paul Sartre. T'es qui, toi? Je suis pas Jean-Paul Sartre. Alors t'es qui? T'es qui? Je suis pas Toby Nathan, et je n'ai jamais dit que j'étais le porte-parole des événements du mouvement de mai 68. 67, c'est pas 68, et 68, c'est pas 67. C'est le militant trotskiste qui m'a dit d'écrire ma version des événements de mai 1968. Et après quoi? Qui? Comment? Où? Préface involontaire et volontairement manipulatrice par Gérald Deltel, écrivain proche de lutte ouvrière, ex-voix ouvrière, justificatif sur demande.
Bonjour Pierre Merechkowski. Votre question me surprend. Il suffit de parcourir ma page pour comprendre que je ne cache pas mes sympathies pour le NPA. Réponse. Bonjour Gérard Delteil. Ma question répondait à votre question concernant Marine Karmitz, qui, d'après ce qu'a dit ma mère, avait été un membre du Parti communiste français avant de rejoindre la gauche prolétarienne. Le fond de ma question repose cependant sur une grande lassitude. Une lassitude qui ne m'empêche cependant pas de me révolter contre ce flot de haine professé par d'anciens 68ards contre ce qu'ils nomment sous le vocable les événements de mai 67. Certains d'entre vous ont pensé que l'important consistait à éduquer les masses afin de permettre à leur avant-garde autoproclamée de prendre le pouvoir. Ils ont, en ce sens, parfaitement atteint cet objectif. Certains parmi vous sont devenus les directeurs du quotidien Libération qui, ni vous ni Jean-Paul Sartre, n'avaient fondé. D'autres sont devenus sous-ministres ou sénateurs. Et vous et vos camarades partisans de la prise du pouvoir, vous n'avez en ce sens jamais retourné votre veste, comme se plaisent à le répéter nos éditorialistes libéraux soviétiques. J'ai cependant parfois affirmé dans les milieux qualifiés par les sociologues d'alternatifs que certains enragés parmi les 68ards n'ont pas suivi votre choix de la conquête des médias afin de s'assurer le soutien des masses et que malgré votre amusement, dans le meilleur des cas et le plus souvent dans votre mépris de classe, continuent de suivre leur chemin en dehors de toute référence de votre réel. Aussi, conseillé par certains de mes proches, dont un militant qui poursuit la dissimulation de son identité et qui est sans doute membre d'une autre organisation trotskiste, se référant sans cesse aux faits et aux réels, dont le dirigeant est devenu un producteur de séries télévisées concernant la vie de Jean-Paul Sartre. Je vais donc entamer le récit de ma version de ce que vous nommez par souci de vérité historique les événements de mai 67. Gérard Delteil, vous me semblez très désabusé. Je lirai cependant votre récit avec intérêt. Voilà, à bientôt. Je te remercie, Pierre. Salut. Oui, flot de haine des événements de mai 67. T'es qui, toi, hein? Donc, je ne sais pas, moi, par rapport à ça, si j'ai fait une accroche claire, je ne crois pas. Je crois que, justement, cette clarté, elle est de l'ordre, justement, de ceux qui veulent prendre le pouvoir. Moi, le pouvoir, je dis, il faut le laisser, il faut surtout ne pas s'en approcher. C'est quelque chose de complètement pourri et celui qui le touche devient pourri. Donc, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, il s'agit de respecter toutes et tous, et notamment les minorités. Et le respect des minorités, ça fait partie aussi du discours de Pierre Merechkowski. C'est-à-dire que pour moi, la démocratie, c'est le respect des minorités. Et donc, comment peut-on qualifier de démocratie quelque chose qui est basé sur l'axiome de la sacralisation de la majorité et le pouvoir à la majorité? Le pouvoir à la majorité, ça donne tout sauf des retombées démocratiques. Donc il faut arriver à comprendre que même notre droit de vote, pourquoi les hérissons, les lièvres, les faisans, ils n'ont pas le droit de vote. Donc ils n'ont rien à dire quand leur forêt brûle, quand ils se font carboniser, quand leurs ressources disparaissent. Ils sont citoyens de rien du tout. Donc une république qui n'est que la république de grands primates n'est pas bonne, n'est pas démocratique
pour la nature, quoi. Alors, dans Secret toxique, voilà, je reprends parce que je pense qu'il faut quand même faire de la publicité, même si je ne suis pas d'accord sur tout ce qui est développé dans ce livre. Notamment, ben, je suis comme Pierre Merejkovski, je n'aime pas tous les gens qui se font un marchepied politique de thématiques vitales. Voilà, donc, et à ce propos, ben, je vais appeler Virginie Dupérou, là, qui, par rapport à l'amiante, parce qu'elle elle connaît bien les auteurs et pourra peut-être nous parler un petit peu de ça. Allô? Allô Virginie, j'étais en train de montrer le livre Secret toxique, faire face ensemble Oui. au scandale des pesticides. Bon, mais il ne parle pas que des pesticides, il parle notamment de tous les problèmes récurrents, notamment de l'amiante. Et c'est à ce propos que je t'appelle, parce que Oui. j'en étais à dire que nos sociétés dites démocratiques, en fin de compte, tu n'as que des grands singes qui votent, mais que les faisans, les lièvres, et les lapins et les chiens n'ont pas le droit de vote. Donc, ce n'est pas vraiment une démocratie au niveau de la biosphère. Et puis, comme je sais que toi, sur l'amiante, tu as aussi un discours par rapport aux animaux victimes de l'amiante, parce que souvent, quand on parle nucléaire, quand on parle pesticides, voilà, on pense aux gens qui ont des pesticides dans leur assiette, mais on ne pense pas aux insectes qui crèvent des pesticides. Voilà. Oh, ça c'est bien vrai, oui. Oui, oui. Oui, Et, alors bon, moi, dans mon histoire personnelle, ça a commencé par ma grand-mère, puis mon père 36 ans plus tard, tous les deux décédés d'un mésothéliome, donc cancer de la plèvre, pour avoir été riverain du comptoir des minéraux et matières premières à Aulnay-sous-Bois. Et puis mon père était parti, il nous avait quittés depuis 1 an et demi quand effectivement mon chien, mon épagnol breton, est tombé malade lui aussi d'un mésothéliome, c'est-à-dire un cancer spécifique d'une exposition à l'amiante. Tout à fait, Roger, oui. oui, Oui, oui. c'est le seul, entre guillemets, avantage de l'amiante, c'est qu'il provoque un type de cancer qui lui est particulier. C'est-à-dire que si vous avez un mésothéliome, c'est que vous avez été en contact avec de l'amiante. C'est pas que vous fumez trop. Ah, exactement. Et malheureusement, ce discours-là, on le retrouve encore beaucoup. Alors, on parle de cigarettes, mais on parle aussi d'un grand point d'interrogation, puisque de scientifiques écrivent encore, alors dans des journaux ou des magazines de vulgarisation, que tant de pourcents de mésothéliome seraient seulement imputables à l'amiante. En fait, c'est pas tel ou tel nombre de pourcentage, c'est 100%. Et malheureusement, on ne trouve pas encore cette information partout. Alors justement, j'ai intitulé l'émission Disclosure Mass Murder et justement dans Disclosure, il y a révélation, donc même au sens d'apocalypse, et on voit bien qu'il y a énormément d'énergie dépensée pour mettre sous le boisseau ce qui est déjà révélé. Et j'ai parlé antérieurement de la loi de Brandolini, tu connais? La loi de Brandolini, Alberto Brandolini, c'est un programmeur italien qui a beaucoup d'humour. Il a créé la Bullshit Asymmetry Principle, donc le principe d'asymétrie des baratins, qui dit que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Et en fin de compte, dans l'amiante et dans le nucléaire, on est sans arrêt à perdre notre énergie pour essayer de réfuter les sottises que des gens publient. Mais est-ce qu'il c'est tout à fait ça. ne faudrait pas attaquer les médias qui publient ces sottises? Si, il faudrait, effectivement. Et voilà. Je suis tout à fait d'accord. Comme il faudrait aussi ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons des class actions, par exemple. Il faudrait que les enseignants se mobilisent. Alors, il y a quand même maintenant certains syndicats qui ont commencé à parler de tout ça, mais il faudrait justement une action massive
Oui, parce que des, j'ai entendu des enseignants pour parler de ce problème, puisque alors les derniers chiffres, c'est encore pire que les premiers quand ils sont tombés en 2019. On parlait de 73% des établissements scolaires. Là, le dernier que j'ai vu passer, c'est 82,2% qui seraient toujours amiantés, qui contiendraient de l'amiante en France. D'accord. Donc, colle à base d'amiante, c'est-à-dire, en fin de compte, ce sont des problèmes qui, avec le vieillissement du bâti, apparaissent. Moi, j'ai entendu aussi qu'il y avait un professeur qui était mort parce que justement, il y avait eu des travaux dans son école. Et quand il était rentré, il y avait de la poussière d'amiante partout. Et donc, il a fait le ménage dans sa classe. Et ben voilà, il est mort d'un mésothéliome assez rapidement derrière. Voilà, alors que parfois. Voilà. Il y a des tas de cas comme ça, hein. J'ai une amie que je vais citer ici qui s'appelle Lorraine Alcaraz. Oui. Son père était instituteur à la Seine-sur-Mer. Oui. Et tout le monde l'appelait Paco. Et Paco décédé d'un mésothéliome. Quelque temps après mon père d'ailleurs. Il était instituteur et en fait, sa salle de classe dans laquelle il a enseigné des années contenait de l'amiante. Alors, est-ce que c'était dans les murs? Est-ce que c'était dans les dalles, le faux plafond? Est-ce que c'était des DVA, des dalles vinyles amiantées? Je n'ai pas tous les détails de cette terrible histoire, mais en tout cas, sa salle de classe contenait de l'amiante. Et il est décédé d'un cancer de la plèvre. D'accord. Oui. Bon, ben, Virginie, je te remercie beaucoup d'être intervenue dans le cadre de cette émission depuis le jeûne de Taverny. Avec plaisir. Voilà, moi je sais que derrière toi, je vais certainement appeler Marc Gadi, parce que bon, pour une fois, il n'est pas derrière la machine à faire des images, mais c'est quelqu'un d'important dans les émissions radar, et puis aussi important en tant qu'être humain, cheminot. Il peut raconter beaucoup de choses sur ce qui se passe justement dans toutes les entreprises qui étaient avant des services publics et qui maintenant sont devenues des compagnies privées. Et moi, je l'ai vécu ce matin, c'est pour ça que je suis venu. On voit mon vélo derrière moi. J'ai eu le nez creux de prendre mon vélo parce que sur la ligne H, ça devient vraiment, entre guillemets, n'importe quoi. Voilà. On ne peut plus vraiment parler de service public. Voilà. On se demande pourquoi il y a des gens qui payent encore des cartes de transport et comment ils font pour se faire rembourser alors que le service le week-end, c'est-à-dire le travailleur, aujourd'hui, le train appartient au MEDEF, c'est-à-dire c'est les jours ouvrables sur les heures de travail et après le week-end, ben, tu te mets ta rame de train sur le rail pour la fumer la semaine prochaine. Oui, c'est ce que tu me dis très souvent, oui. Voilà. Moi, j'habite pas je trouve ça sur réellement... Paris, mais c'est vrai que voilà, tu me le dis à chaque fois, et notamment lorsque tu rentres de chez moi, dans le sud. Voilà, donc il y a réellement beaucoup de choses à revoir, et notamment il faudra peut-être exiger aussi qu'on retire SNCF de tous les matériels parce qu'il n'y a plus de Société nationale du chemin de fer français. Voilà, ça aussi, ça fait partie des illusions durables. Voilà, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a encore des logos SNCF. Ça n'existe plus. Ça nous a été volé. On va certainement t'en parler juste après. Oui, je te laisse et puis je vais appeler Marc. Tiens. Merci Virginie. Un grand bonjour à Marc et puis à Philippe qui passera plus tard. Oui. Et voilà. Et bisous Roger. Bisous Virginie. Ciao. Donc oui, effectivement, je vais appeler notre ami Marc Gadi. Hop, hip. Et oui, j'en profite quand même de faire le tour de nos amis. Je sais que... Oui, allô? Ah, salut Marc. J'étais avec Virginie qui te passe le bonjour juste avant et on a parlé un petit peu de la SNCF et le fait que sur les trains, il y a encore marqué
Société nationale des chemins de fer français. Enfin, il y a toujours des logos SNCF qui traînent à droite à gauche, alors qu'il n'y a plus de Société Ouais. nationale des chemins de fer français. En fait, le nom, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Mais, Ouais, c'est toujours SNCF, mais c'est pas SNCF tout court. oui, mais c'est SNCF, mais ce n'est plus une société nationale. C'est une société. Société nationale des chemins de fer, et ça doit se terminer par quelque chose, et au final, SA, comme société anonyme. Oui, ouais, d'accord. Oui, c'est. Voilà, en interne, c'est ce que je vois. Hein. D'accord. En Donc, interne, moi en externe. le nom ne change pas, mais au bout, tu as l'acronyme SA en plus. Voilà, je te remercie. Pour une fois, tu vois, tu interviens par téléphone pendant une émission radar. Tu n'es pas derrière l'appareil. Bon, j'ai pas eu Bruno Non. Coelho. Je n'ai pas eu non D'accord. plus Fabrice David qui est parti en Espagne avec ses 2 fils pour aller observer l'éclipse solaire totale qui aura lieu, je crois, le 12 août prochain. Voilà, donc voilà pourquoi je n'ai pas. Et là, pour terminer l'émission, après ton intervention, je vais appeler Philippe Billard parce que effectivement, la prochaine émission, elle aura lieu et elle sera tournée en direct avec notre ami Marc Gady, là, qui est au téléphone, depuis le Café L'Indiana, bon, donc qui est place parisienne de la République, le jeudi 3 septembre 2026, et ce sera une carte blanche à notre ami Philippe Billard. Alors, Philippe Billard, sous-traitant du nucléaire, je crois qu'il ne l'est plus, mais il l'a été de très nombreuses années, et il pourra nous parler de son expérience de la sous-traitance, de l'entretien des installations nucléaires hexagonales, sous-traitance que moi j'appelle la maltraitance nucléaire. Donc, Marc, je te remercie beaucoup. Je te repasse à nouveau Je t'en prie. le bonjour de Virginie. Quand tu écouteras l'émission, tu entendras aussi Pierre Merechkowski qui est intervenu avec un texte très, très drôle. Et puis là, je vais appeler notre ami Philippe Billard. Et puis je te donne toi aussi rendez-vous le jeudi 3 septembre 2026 pour notre 182e émission Radar. Voilà, qui sera comme cette émission diffusée en différé sur nos pages Radar Facebook et YouTube. Et merci Marc et à la prochaine. Alors, je vais appeler notre ami Philippe Billard, hop, en espérant qu'il sera là. Allô Philippe ? Bonjour. Ah. Vous êtes sur la messagerie orange de... Voilà, je tombe sur la messagerie. Bon, j'avais prévenu que entre 17h et 18h, je lui passerai un coup de fil. Bon, c'est pas grave. Normalement, il nous rejoint sur Paris le jeudi 3 septembre pour une émission justement sur la sous-traitance dans les installations nucléaires hexagonales. Enfin, les installations nucléaires hexagonales qui ont beaucoup de problèmes. Vraiment. Et puis tiens, avant de nous quitter, je refais un petit essai parce que j'aimerais bien avoir Pétoff au téléphone quand même. Ça me ferait plaisir. À moins qu'il va filtrer s'il voit ses Roger Nimmo, il ne va pas décrocher. Alors, Eric... Bonjour, vous êtes sur la messagerie... Eh bien, on va terminer l'émission comme ça, parce que à ce niveau-là, tout continue comme avant. La nature, les arbres, les plantes et tout ça continuent la photosynthèse. C'est assez heureux. Heureusement, il n'y a pas encore une molécule qui est venue bloquer les principes de la photosynthèse. Sinon, on est tous morts, parce que il ne faut pas oublier que les plantes, à partir de gaz carbonique et d'eau, elles fabriquent des glucides et bien sûr aussi du dioxygène, de quoi respirer. Parce que Ariane Espace, qui fabrique de la mort aussi, ils veulent nous faire croire que vivre dans une boîte de conserve avec de l'oxygène compté dans l'espace,
c'est l'avenir de l'humanité. Je ne crois pas. Je crois que l'avenir de l'humanité, il est sur Terre et il est dans une humanité qui se mettra de nouveau à respecter la nature. Et voilà. Et c'est sur ces paroles que je vous quitte. Et puis, moi, il me reste 3 jours de jeûne à Taverny contre le nucléaire et contre les arsenaux thermonucléaires. Eh bien, je vous dis bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ou bon après-midi, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cet enregistrement. Au revoir.